Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est toi qui m'accueilles chez toi en fait, Pascal Gauthier qui va se présenter dans un instant. Pascal, bonjour. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, alors Pascal, je suis aujourd'hui psychologue, psychothérapeute. Et ma compétence initiale, c'est surtout autour de la sophrologie. Je crois que c'est un peu par ce biais-là que tu me contactes, qu'on se connaît. Ouais. Alors la sophrologie, j'y suis arrivé par le biais des arts martiaux. Ça peut paraître un peu bizarre. Quand j'étais plus jeune, j'étais intéressé par des approches un peu originales par rapport aux arts martiaux. C'est quoi les arts martiaux que tu... Les arts martiaux japonais, judo beaucoup, oui. Un petit peu de karaté, une miette d'aïkido, et puis aujourd'hui du Nihon Taijutsu, enfin peu importe. Wow. Et ces éléments, en fait, c'est vrai que c'est lié aussi avec cette notion de confiance en soi, peut-être. C'est-à-dire la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur, qu'on n'a pas peur face à un adversaire, par exemple. Quand j'étais enfant, en tout cas, c'était cet aspect-là qui m'intéressait. Et j'ai découvert, par ces approches, des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes. Et des éléments qui m'ont donné progressivement plus de confiance et qui m'ont permis d'avoir un parcours un peu original, comme tu as un parcours original aussi, on a chacun notre parcours différent, et peut-être gagner en confiance et oser davantage de faire les choses qu'en fait. Tu as un parcours aussi universitaire, parce que tu es psychologue de formation. Oui. Alors, comment est-ce qu'on passe de la psychologie alors, on va surtout parler aujourd'hui du rôle des émotions dans l'apprentissage. C'est ça. Et tu as tout un parcours autour de la sophrologie, de la psychologie. Alors comment est-ce qu'on passe comme ça de la psychologie à la sophrologie? Alors en fait j'ai fait l'inverse. T'as fait l'inverse. J'ai commencé ma formation pour devenir sophrologue en 91, que ça ne me rajeunit pas. C'est par ce biais-là, j'ai commencé à prendre plus de confiance, j'ai commencé à animer des séances en groupe. Et de proche en proche, je me suis intéressé aux sciences humaines de manière plus spécifique. Et j'ai appris, sans rentrer dans le détail, ce sera un petit peu trop long, que je pouvais réintégrer l'université parce que j'ai pas le bac, mais j'ai un niveau équivalent en électronique. Et c'est par ce biais-là que j'ai repris des études en psycho, orientées plutôt sur la psychologie sociale, la psychologie cognitive, tout ce qui concerne les apprentissages que tu connais bien, et puis la psychologie de la santé. Voilà, donc j'ai fait ce parcours avec des travaux d'études de recherche sur le stress, justement, ça peut faire lien avec notre propos, qui ont été bien perçus, et puis j'ai continué, j'ai fait aussi un travail en ce qu'on appelle l'éducabilité cognitive en dernière année, à apprendre. Là aussi ça fait du lien avec des choses que tu connais bien. Et voilà, donc c'était le début d'une belle aventure. Et puis, je suis retourné à la sophro de manière plus importante en étant contacté par l'ancien directeur, le créateur de l'Institut de sophrologie de Rennes, qui m'a demandé de prendre sa suite, ce que j'ai fait en 2003. J'ai quitté l'Institut pour me consacrer davantage à une activité libérale et plus libre et plus tranquille. On en parlait tout à l'heure tous les deux, le caractère indépendant qui est important pour nous, je crois qu'on a ça en commun aussi, cet aspect liberté, depuis 2018. Et là, depuis 2018, je me consacre davantage à la psychothérapie, pour en parler aussi, même si c'est un peu différent de ce qu'on évoque, mais il y a quand même du lien. Et justement, donc on évoquait cette notion, parce que c'est ton sujet aussi, c'est le rôle des émotions dans l'apprentissage. On sait que ça peut inhiber, ça peut au contraire exciter. Oui. Comment est-ce que toi tu abordes cette question? Est-ce que tu reçois des fois des gens qui sont, on va dire, qui sont contraints par des apprentissages et que tu as aidé, tu les aides un petit peu par rapport à ça, ou c'est quelque chose que tu... Alors aujourd'hui, je reçois beaucoup de personnes qui ont cette contrainte émotionnelle. Oui. Ça, je dirais que c'est commun. J'ai envie de dire presque à 100% des demandes de personnes en thérapie, notamment la dimension émotionnelle est essentielle. Alors quand tu dis contrainte, est-ce qu'une émotion, je coupe, une émotion est forcément une contrainte ou pas forcément? Non, mais quand les gens viennent nous voir, c'est un peu biaisé, puisqu'ils sont dans cette représentation que l'émotion est négative. Oui, c'est ça. L'émotion est une information, mais c'est la perception qu'on en fait qui peut justement la colorer de telle ou telle manière. Ouais. Et du coup, dans les apprentissages, quels sont, parce que j'imagine que tu peux travailler sur des émotions qui inhibent. Oui. Il faut donc permettre à la personne
de se faire confiance ou de se désinhiber? Je sais pas ce qu'on peut... Je pense que la base, c'est effectivement des croyances auto-limitantes, des prophéties autorisatrices, du genre dans ma famille on est nul en maths, etc. Enfin, des choses comme ça. Et effectivement, quand on parle de c'est dans ma nature d'être comme ci, d'être comme ça, je laisse dire dans un premier temps, puis je corrige un peu les propos. En tout cas, cette idée qu'il y a une grande part d'apprentissage aussi par rapport à cet aspect émotionnel et par rapport à cet aspect limitatif. Autrement dit, les émotions, pour faire lien avec notre propos, sont des éléments qui sont à la fois moteurs, comme tu le laisses entendre, mais qui peuvent hélas quelquefois nous mettre à mal et faire qu'on abandonne certains apprentissages par manque de motivation, par manque d'intérêt, par procrastination, enfin tous ces thèmes. Justement, dans ces sujets-là de procrastination, de manque de motivation, alors toi tu relis ça forcément aux émotions? Alors, je relie ça aux émotions, oui, et pas seulement. C'est-à-dire que, par exemple, la thérapie que je privilégie aujourd'hui, elle a un nom un peu étonnant, elle s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et l'idée, justement, c'est cette partie acceptation, c'est d'accepter d'avoir des émotions, des pensées, des sensations douloureuses. Et engagement, ça fait un lien avec, finalement, vers quoi on a envie de tendre, qu'est-ce qui est important. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que c'est intéressant de travailler plus que de se focaliser sur la difficulté émotionnelle. C'est-à-dire, on va faire un lien avec la notion de valeur. C'est-à-dire l'apprendre pour apprendre, faire les choses pour faire les choses peut-être. Mais c'est là qu'il peut y avoir des difficultés s'il n'y a pas de sens qui est relié derrière. Et donc, on travaille sur le sens. C'est ces questions que tu invites à avoir aussi. Pourquoi j'apprends? Dans quel objectif, quel est effectivement le projet derrière. Alors moi je pose pas ces questions par rapport à l'apprentissage, mais je pose ces questions par rapport à l'existence, on va dire quoi en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi, quelle personne j'ai envie d'incarner, de devenir, vers quoi j'ai envie de tendre. Et ça peut nous permettre d'accepter d'être traversé par des doutes, par des questionnements, par des peurs peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui transcende en quelque sorte cette difficulté. Parce que les émotions qui inhibent, en fait c'est quoi? C'est la peur, principalement, oui, c'est ce qui vient spontanément, c'est la peur. En fait, la difficulté, c'est l'excès d'émotions. Par exemple, par rapport au stress, qui est aussi quelque chose qui est souvent évoqué, si on n'a pas de stress, à la limite, on n'a pas d'apprentissage. Ah oui. On n'a pas d'éveil physiologique, psychologique. Okay. Ah oui. C'est un peu, ça fait un peu la courbe de York-Donson, enfin la courbe de comment, en forme de cloche, là, la courbe normale en fait. C'est-à-dire que c'est quand il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'apprentissage. À un moment donné, il y a un stress optimal, on a le maximum d'apprentissage. Le problème arrive lorsqu'on dit qu'on est stressé, c'est quand il y a un excès de stress, et là l'apprentissage effectivement peut diminuer. D'où l'intérêt, pour peut-être plus certaines personnes que d'autres, d'avoir des accompagnements, voire des outils peut-être pour réguler, pour apaiser, pour surtout changer notre rapport aux émotions et les prendre plus comme des alliés que comme des ennemis en fait. Par exemple pour l'apprentissage. Ouais, carrément. Et est-ce que tu as des statistiques, je ne sais pas si ça existe, des statistiques qui montrent qu'effectivement lorsqu'on est désinhibé, ou en tout cas lorsqu'on a réglé ou quand on commence à régler ce genre de problème, on obtient de vrais résultats? Alors, j'ai pas forcément des éléments statistiques précis comme ça, improvisés, mais la courbe dont je parle, là, c'est quelque chose qui est assez démontré, ce qu'on appelle aussi la courbe de l'éveil, qui a été reprise par Hebb en 72, ça date un petit peu, cette notion effectivement d'apprentissage, d'optimiser en quelque sorte le niveau émotionnel de zone proximale de développement que tu as évoqué récemment. Et justement la zone proximale de développement, effectivement, c'est en lien avec la motivation. Alors c'est en lien avec on pourrait parler presque de tutorat, d'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagner la personne vers là où elle veut aller. Donc là, c'est souvent par un tiers en fait, qui peut être intéressant. C'est-à-dire, je suis capable d'apprendre des choses. D'abord, je découvre que je peux acquérir cette connaissance par le biais d'un tiers, par exemple. Et puis ensuite, ça veut dire que je peux être capable de le faire seul, de développer par rapport à ça. Je pensais aussi à la notion de flux, que tu connais aussi, ou flow, de Mary Csikszentmihalyi, qui est cette notion que si on n'a pas pour revenir à cette notion de stress, si on n'a pas de motivation, pas d'intérêt, on a une sorte d'ennui, et là il n'y a pas d'apprentissage. Il faut qu'il y ait une sorte de challenge en fait, il faut qu'il y ait un défi, mais accessible. Cette accessibilité étant différente selon les compétences
ou selon la représentation qu'on a de nos compétences. Ce qui veut dire que quand on sent que c'est pas accessible, c'est quoi? On développe une forme de peur, de doute? Oui, on une sorte de résignation parce que c'est trop difficile. Ou si on était, entre guillemets, sanctionné par rapport à certains apprentissages, on peut douter de notre capacité à acquérir la connaissance. Si on parlait un petit peu du système scolaire qui est quand même très contrôlant. Alors, tu m'as dit que tu n'étais pas très bon élève, moi c'était mon cas aussi. J'étais un élève très moyen. On va dire, moyen, et qui était finalement, moi c'était ma perception des choses, c'est que c'est cette note là qui parfois aussi c'était quelque chose qui pouvait bloquer, parce que alors, toi par exemple en mathématiques en seconde, si j'arrivais à avoir 3-4 de moyenne, c'était le Pérou, on dit. Mais toi j'étais resté là-dessus quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement du système contrôlant? Là je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, attention. sujet qu'ils ont. Le système contrôlant aujourd'hui qui est la base de notre pédagogie à nous quand même. Je pense que l'introduction de tes propos, l'introduction de ta question donne une partie de la réponse. Effectivement, je crois que c'est particulièrement marqué dans notre culture française. C'est-à-dire qu'on a tendance à souligner ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas dans le bon sens, alors que les travaux en psychologie cognitive ont montré que ce qui fonctionne le mieux, c'est le contraire, c'est-à-dire de renforcer, de valoriser le comportement qui va dans le bon sens. Ouais, je suis formé aux thérapies comportementales et cognitives, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi, c'est-à-dire plutôt que d'évoquer, de souligner, d'insister lorsque ça ne va pas bien, il faudrait à la limite plutôt ignorer, et puis de renforcer sans en faire des tonnes non plus, parce qu'il peut y avoir d'autres effets qui apparaissent, en tout cas encourager les actions et les efforts qui vont dans la direction de ce qui est souhaité. Mais la difficulté, quand on évoque ça, c'est que souvent, par facilité, parce que c'est compliqué, c'est vrai, de le faire dans l'enseignement, on va regarder le résultat. Et c'est ce que tu évoques, le 2 en maths, etc. Alors qu'on devrait regarder l'effort qui est réalisé, c'est-à-dire l'apprentissage, la partie apprentissage. Exactement. Qui est différent. Il y a des personnes, on le sait très bien, il y a des élèves qui vont réussir à avoir une note performante, une performance élevée, et qui n'ont pas fait d'efforts. Et d'autres qui vont faire des efforts, et ces efforts vont être sanctionnés, entre guillemets. Puis c'est à l'instant T, quoi. Et puis là, on peut avoir effectivement des phénomènes de résignation, comme l'évoquait dès 75 Seligman, là, il parlait de résignation apprise. C'est ça. C'est-à-dire on fait un premier effort, on est, j'allais dire, sanctionné, en tout cas, on nous signifie que c'est pas assez, on fait un deuxième effort, puis au bout d'un moment, c'est comme si on nous apprenait de toute façon, quels que soient les efforts que tu fais, ça sert à rien, tu vas te prendre un coup de bâton, tu vas te prendre un 2 en maths. Donc à un moment, on se dit, c'est comme ça, et puis je me résigne, quoi. Et puis, on peut même développer parfois des symptômes qui ressemblent aux symptômes de dépression, à l'extrême. Ah oui, ça se voit, on voit aujourd'hui des élèves qui sont quand même dans une forme de phobie scolaire, quand même. Ouais. Donc c'est quand même pareil, quoi. Ouais. C'est difficile. Ce qui est intéressant pour ces plus jeunes, c'est d'avoir des lieux où justement il n'y a pas cette notion de performance, où le sentiment de réussir, j'allais dire, en tout cas de se faire plaisir. Ça peut être des activités périscolaires, ça peut être le sport. Moi, c'était le sport notamment. Ouais. J'étais très bon à l'école au moment des récrés, par exemple. C'est pas mal aussi, ça. Et justement, tiens, quelle est la part, du coup, si on reste un peu sur cette notion, parce qu'on pourrait parler de plein de choses avec Pascal, sur cette partie donc émotionnelle, quel est ton regard sur la partie ludique de l'apprentissage? C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire 2 mots. C'est qu'il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une enseignante de primaire, en fait, où effectivement, on arrivait sur cette idée du ludique. Et je trouvais que le ludique est intéressant parce que ça met en confiance, à mon avis, en tout cas. Enfin, on reste quelque part dans un domaine un peu plus léger, moins peut-être anxiogène, tu vois. Et la réponse qui m'a été faite, et je ne conteste pas la réponse, c'est que tout ne peut pas être ludique à l'école, dans la vie. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, oui, mais on va quand même dans un monde où tout va vers le ludique. Ouais. Et que nos enfants actuels, ils sont quand même un peu baignés là-dedans, quoi. Donc, oui, je pense que là encore, ta question elle donne presque la réponse. Et je peux que la rejoindre, c'est-à-dire que, je comprends, mais c'est pas facile lorsqu'on a des enfants très différents, un nombre d'enfants élevé, les moyens qui sont pas toujours là. Tout à l'heure, on évoquait nos interventions dans le cadre de la formation professionnelle, et c'est nécessaire de mettre justement un peu de bonne humeur, un peu de rire, un peu de et ça contribue justement à
faciliter l'attention, la concentration, et ça donne envie de continuer, d'apprendre, de découvrir. On est dans l'attente, et jouer avec ces processus attentionnels, comme tu le sais, c'est vraiment essentiel. Le côté ludique, le côté créatif aussi. Au-delà du ludique, il y a aussi l'aspect créatif, c'est-à-dire de rendre les apprenants acteurs, entrer dans le processus d'apprentissage en créant, par exemple, même des exercices eux-mêmes. C'est des choses que j'avais beaucoup étudiées les dernières années, où on devait répondre à une commande par rapport aux difficultés d'acquisition de la proportionnalité en tant que psychologue. Et donc, on les faisait jouer, en gros, on leur demandait de devenir des enseignants à leur tour et d'inventer, de construire des outils, de construire des exercices qui leur permettaient d'intégrer ces apprentissages. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident, mais il y a plein de choses possibles. Non, c'est pas évident. Après, on est d'accord pour dire que le système scolaire tend quand même vers ce genre de... Oui, et puis c'est une question de personnalité, c'est une question d'ambiance, il y a des environnements, et puis des élèves pour lesquels ça s'y prête davantage. Pour d'autres, ça peut être aussi l'ouverture à un gros bazar. Donc ludique, c'est pas forcément jouer tout le temps, mais en tout cas c'est varier ces processus attentionnels en modulant, en modifiant aussi l'interaction, les supports. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage multicontextuel, pour faire référence à Alain Lurie dont on parlait tout à l'heure, et ça fait partie de ça, c'est-à-dire il peut y avoir un aspect à un moment plus ludique, plus joyeux. On va utiliser un moment un écran, on va utiliser du matériel qu'on va manipuler, on va utiliser le discours, bref, de varier effectivement les éléments, parce que sur une journée, sur plusieurs journées d'autant plus, ça peut être extrêmement difficile, extrêmement lourd. Ouais, c'est clair. Pascal, alors on peut parler encore une fois des heures et des heures. Merci à toi en tout cas. Merci. Sous cette vidéo, vous retrouverez donc toutes les références de Pascal, ton site internet, tout ce que vous avez besoin de savoir sur Pascal, vous le retrouverez sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Pascal, merci à toi. Merci Vincent. Et à bientôt. Et au plaisir, ouais. Merci. Au revoir.